Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à tout, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un régulier, un collaborateur de longue date, Vincent Blais. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Pierre. Vincent, on va parler de politique. Et politique américaine. Et j'aimerais ça, moi, que tu m'expliques un peu la dynamique qu'il y a aux États-Unis actuellement, là, où là, on entend toutes sortes de commentaires, non pas sur Donald Trump, là, mais sur les républicains, non, les démocrates, pardon, Oui. qui cherchent quelqu'un, puis tout de suite, alors que les élections vont avoir lieu dans 4 ans. Puis tout récemment, là, il y a eu un gala là, où Oprah Winfrey a pris la parole, puis tout le monde a dit « Hey, ça sera une bonne candidate ». Mais oui, mais c'est dans 3 ans, là. Comment ça qu'ils se dépêchent à chercher un représentant là, pour prendre la place de Mme Clinton? Oui, bien la raison, c'est qu'aux États-Unis, c'est une démocratie qui est toujours en élection. Puis justement, il y a des élections qui s'en viennent au mois de novembre. On en entend moins parler que les élections présidentielles, mais c'est les élections de mi-mandat. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que ce qu'on appelle la Chambre de représentants, l'équivalent de notre Chambre des communes à Ottawa, les 435 membres élus qui sont là, ils sont en élection. On vide la Chambre puis on commence en neuf. Donc, ils ont seulement des mandats de 2 ans. Donc, à chaque tous les 2 ans. Ils sont toujours en élection, ils recommencent. Ouais. Okay? Et là, ben, c'est sûr que présentement, les républicains, ils contrôlent tout. Ils contrôlent la Maison-Blanche avec Donald Trump comme président. Ils contrôlent la Chambre de représentants. Ils sont majoritaires. Ils sont aussi majoritaires au Sénat, mais de peu, seulement par une voix, 51 contre 49. Donc, ils contrôlent tout. Et là, les démocrates, ils se disent, c'est le temps de profiter du courant anti-Trump. OK, vraiment, aux États-Unis, il y a des mouvements qui se fondent pour essayer de contrecarrer Trump, les républicains, tout ça. Donc, ce qui aiderait à canaliser cette énergie-là, c'est d'avoir un candidat qui s'annoncerait... Oui, de prestige, qui s'annoncerait pour les présidentielles. Puis là, les gens pourraient dire, oui, on va voter pour les démocrates, puis ensuite, on va voter pour ce candidat-là pour se débarrasser de Trump aux élections. OK, oui. C'est ça. Ben, alors, quand tu parles des 435 membres qui siègent à la Chambre des représentants, actuellement, c'est à peu près combien, là, sur 435? Oh, c'est à peu près... c'est environ 2 tiers en faveur des républicains. Les républicains, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, les républicains ont une grosse majorité encore. Tandis qu'au Sénat, c'est nez à nez. C'est presque 50-50. Il y a eu une élection sénatoriale pas plus tard qu'au mois de décembre. Et ça illustre 2 choses. Ça illustre, entre autres, la faiblesse des démocrates, puis aussi le fait que, comment je peux dire, les républicains... ils s'accrochent dans certains États, là, vraiment, peu importe ce qui va arriver, là, c'est toujours des républicains qui sont élus. Bon. Je m'explique. Un peu comme au Canada ou au Québec, quand on dit qu'il y en a qui votent pour une boîte à mal parce qu'elle est rouge. Oui, c'est ça. Donc, ben effectivement, c'est qu'en Alabama, entre autres, ce qui est arrivé, c'est que le candidat démocrate l'a emporté, mais seulement par 22 000 voix. C'est presque rien, OK? C'est moins que les votes qui ont été annulés. Puis... Après le fait il a gagné malgré le fait que l'autre, là, il y avait... on le soupçonnait d'agression sexuelle sur des mineurs. Donc, malgré tout ça, malgré ce scandale-là, le démocrate l'a emporté, mais de justesse. Donc, les démocrates, ils sont faibles dans beaucoup de régions. Okay? Comme je dis, dans les États du Sud, les États du Centre, à part que dans les villes, les grandes villes de ces États-là, ils ont beaucoup de difficultés à se faire élire. Trump, là, entre autres, chez les républicains, regardez, en Alabama, Trump a obtenu 62 des voix. 62 c'est une des plus grosses majorités, là. Donc, là, on se dit, il faut faire quelque chose. Il faut attirer des voix pour les démocrates. Les démocrates aussi, le parti, ça va pas bien. Le parti est endetté. Il doit 3,5 millions de dollars. Oh. Et à chaque fois qu'il réussit à récolter $1, le Parti républicain, lui, en récolte 2. Donc, ça démontre encore que les gens ne sont pas encore très, très intéressés à encourager les démocrates. Donc, il faut faire quelque chose et on espère qu'avec une candidature de prestige, on va réussir à mettre le train sur les rails. Bon. Alors, je t'ai nommé Oprah, là. Ouais. Hein? Elle aurait dit, là, tout récemment, qu'il n'y en était pas question. Mais ça... Bien, là, c'est sûr que là, on peut spéculer longtemps, là, mais même son entourage a dit non, il n'y en a pas question.
Puis les analystes aussi s'entendent pas. Certains disent il ne faut pas repousser trop rapidement sa candidature. D'autres disent oubliez ça. Elle est milliardaire, elle a son empire, elle n'a aucun intérêt à aller se présenter là. Ouais, mais on pourrait dire la même chose de Donald Trump. Ben, exactement. Mais tout dépend jusqu'à quel point elle veut la place. Ouais. Elle veut ce poste-là. C'est ce qu'on ne sait pas, on n'est pas dans sa tête. Donc, c'est clair qu'elle, c'est une candidate. Bon. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu comme l'alter ego de Trump, dans le sens que les deux sont milliardaires, puis les deux, c'est des outsiders. C'est-à-dire que c'est des gens qui appartiennent pas à un parti, OK? C'est pas des politiciens professionnels. Et ça plaît, OK? Donc, les démocrates, ils rêvent de quelqu'un comme ça pour aller chercher non seulement le vote démocrate, mais aussi ce qu'on appelle le vote indépendant. C'est-à-dire que les gens qui s'affichent ni démocrates ni républicains. Okay? C'est ce qui a fait gagner, entre autres, Trump donc, en 2016. Et c'est ce que les démocrates souhaiteraient, quelqu'un comme ça. Donc, si c'est pas elle, ben il y a des noms, d'autres noms prestigieux. Bon, George Clooney, tout le monde connaît l'acteur d'Hollywood. Oui, bien c'est ça, là. Mis à part, ben là, tu viens d'en nommer un deuxième. Alors, il y a Oprah Winfrey. Tu viens de parler de George Clooney. Ça, c'est le comédien, l'acteur. Oui, qui a toujours été proche de Barack Obama, qui c'est un démocrate fervent, puis il s'est même impliqué pour des causes humanitaires en Afrique, etc. Certains noms t'es mentionné, des fois, c'est à la limite d'être loufoque, mais enfin, ou plus ou moins sérieux. Bon, entre autres, Dwayne Johnson, The Rock, là, c'est un ancien joueur de football, c'est un lutteur professionnel. Maintenant, c'est un acteur, donc les gens qui aiment Rapide et dangereux, tout ça, et donc différents films d'action, ou gros bras. Ben, quand tu as dit ancien joueur de football, moi qui écoute le football, c'est un nom qui me dit rien. Oui, mais sa carrière n'a pas été très longue, mais il a été plus connu dans la lutte. Dans la lutte professionnelle. Et puis, maintenant, comme je dis, dans les films d'Hollywood. Aussi, on a mentionné Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Bon, c'est un démocrate. C'est un démocrate aussi. Donc, on est dans une situation où les gens se mettent à rêver, mais encore là, ces gens-là n'ont pas d'expérience politique, donc on ne sait pas ce que ça va dire. Mais c'est des noms. Dans les 4 noms là, que tu viens de mentionner, là, Oprah, Dwayne The Rock Johnson, Clooney, puis Zuckerberg, est-ce qu'eux autres, ils ont manifesté de l'intérêt ou c'est des gens qui les nomment là, comme ça? Là? Des fois, par sous-entendu, OK? En disant que oui, la présidence, ça pourrait, mais on est vraiment encore là dans le conditionnel, OK? Dans les suppositions, OK? Donc, il n'y a encore rien de définitif là-dedans, on comprend. Puis, à part ça, bien entendu, il y a les politiciens. Okay? Oui, ben, parce que là, ceux que tu viens de me nommer, les 4, là, on pourrait dire, c'est des vedettes, ça, là. C'est des gens qui font partie de... mais il n'y a pas de politiciens dans ça, là. Non, il n'y a pas de politiciens professionnels. Non, c'est ça. C'est des gens, soit des vedettes, des gens de showbiz, des gens d'Hollywood, des gens du monde des affaires, des gens qui ont réussi. Bref. Bon, bien maintenant, est-ce qu'il y en a qui pourraient être intéressants à envisager, mais qui sont disons, des politiciens professionnels, là? On a déjà parlé de M. Sanders, mais M. Sanders... il commence à avoir de l'âge, là, lui. Oui. Ben, en 2020, là, au moment de l'élection, il aurait 79 ans. Mais ça demeure une des personnalités politiques préférées des Américains. C'est quelqu'un qui est très populaire auprès des jeunes. Vraiment, son discours, il y a un discours très à gauche, très anti-establishment, donc vraiment ouvert sur le peuple, OK? Mais c'est ça, il a son âge. Le fait aussi qu'il ne cadre pas vraiment, là, il ne rentre pas vraiment dans le petit modèle que le Parti démocrate voudrait avoir, parce que comme il est très à gauche, puis bon, il a déjà perdu contre Hillary, donc bon, c'est un nom qui revient. Il y a l'ancien vice-président, M. Biden, oui, Joe Biden? Joe Biden, c'était le vice-président sous Barack Obama. Okay? Oui. Et puis, donc lui déjà, on avait mentionné un peu son nom du temps de l'élection de 2016. Et là, encore, le nom revient, mais il est à peine plus jeune d'1 an par rapport à monsieur. Ouais. Donc, seulement 1 an de moins. Et surtout, ben, c'est quelqu'un qui est reconnu pour son franc-parler, mais c'est à la fois sa plus grande qualité et son plus grand défaut. Parce que parfois, il fait des gaffes.
OK? Ses mots dépassent sa pensée. Donc, il a été souvent obligé de se rétracter. Voilà, les Américains vont être habitués pendant 4 ans. Ah oui, non, là, maintenant, c'est sûr que... C'est un flot continuel. non, je sais. Il faut toujours dire que c'est des fausses nouvelles. Ou enfin, oui, non, ça, c'est clair. On s'entend. Maintenant, M. Trump a repoussé les limites, là, je dirais presque de la décence. Là. Et puis, ensuite, d'autres personnes, comme la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, qui est un peu comme... l'alter ego de Sanders. Sanders, comme je dis, est très à gauche. Elle aussi appartient beaucoup à l'aile gauche. Très populaire aussi, mais pas jeune non plus, là, parce qu'au moment d'élection, on va avoir 71 ans. Donc, Pas vieux, ça. oui, qu'est-ce que vous voulez? On voit quand même que le médecin, il passe dans on a vu avec M. Trump. Hein? Donc, l'examen de santé annuel, il faut vérifier. Oui, parce que M. Trump a 71 ans présentement. Je parle en connaissance de cause. J'avais compris ce sous-entendu. Et puis, bon, d'autres noms comme Kamala Harris, ça c'est une sénatrice de Californie, d'origine moitié indienne, moitié jamaïcaine, qui a même étudié à Montréal, qui est jeune, bon, dans la cinquantaine. C'est jeune. Oui, ben, pour les politiciens, non, mais... En politique, mais oui. les gens doivent comprendre que souvent, il existe. Pourquoi est-ce que les jeunes ne peuvent pas se présenter aux élections présidentielles? C'est parce que, selon la Constitution, il faut être, citoyen américain, né aux États-Unis, mais il faut avoir au moins 35 ans. Donc, vous ne verrez jamais quelqu'un de 25 ans. Je ne savais pas ça, moi, 35 ans. Vous ne verrez jamais quelqu'un de 25 ans, ou même le plus populaire de 30 ans, là, il ne peut pas, OK? La Constitution l'interdit. Ah bon? Donc, c'est pour ça que des jeunes présidents de la quarantaine, c'est parce que c'est difficile d'arriver plus jeune que ça. Okay? Oui, OK. Alors, tu dis qu'elle va avoir 55 ans en 2020. En 2020, OK. Bon, alors c'est une petite jeune. Oui, c'est ça. Okay. Pour les critères, oui, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'elle parle français? Tu dis qu'elle étudie à Montréal? Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Et il y a Kirsten Gillibrand, elle est sénatrice de New York. Qu'est-ce qui fait sa popularité? C'est parce que l'année passée, elle a eu un échange assez acrimonieux de messages sur Twitter avec le président. C'est elle, ça, sur oui. différents sujets. Donc, elle a répondu au président. Oui, puis d'aplomb, hein? C'est ça. Donc, c'est sûr que plusieurs aiment son franc-parler. Mais encore là, vous voyez, c'est des noms. Là. On comprend là, que la liste que je vous donne là, on pourra se revoir dans 6 mois. Là, puis peut-être qu'on va effacer tous ces noms-là pour commencer à zéro. Oui. Mais c'est clair qu'il y a une volonté très nette chez les démocrates. Ça bouge beaucoup. Il y a des mouvements de femmes, des mouvements de jeunes. On veut que Trump débarrasse, OK? Mais c'est sûr qu'il faut encore l'endurer jusqu'en 2020. Ça, on n'a pas le choix. Mais stratégiquement, là, eux autres, là, il y aura avantage à choisir un chef le plus rapidement possible pour pouvoir influencer le vote pour les élections qui vont avoir lieu auprès des 435 membres de la Chambre des représentants. Bien, choisir un chef, il faut s'entendre, là. C'est que des gens annoncent leur candidature. Parce que ça va se faire plus tard. Ça va se faire en 2019. Oui. Donc, là où... La ronde de lait, là. Oui, c'est ça. 2019-2020, là, officiellement. Là. Donc, mais... N'empêche, des noms intéressants, c'est sûr que ça peut mousser la candidature des démocrates. Bon, ben on va y revenir, Vincent. Très bien. Vous, je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. De retour à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que vous connaissez parce que ce n'est pas la première fois que je le reçois, mais je le reçois pour un sujet très précis, très cadré, comme on pourrait dire. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Pierre Roberge. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Pierre. Alors là, je reçois M. Roberge comme écrivain. Même si tu dis en arrière, je ne suis pas un écrivain ni un historien, je suis simplement un homme qui aime sa ville et sa région. C'est vrai, c'est ça. Et tu as sorti, un peu avant les fêtes, un livre qui s'intitule « Deux passions, affaires et bénévolat ». Moi, je peux te dire que je l'ai lu d'un couvert à l'autre. Et j'ai revécu l'histoire de la région de Thetford. Moi, comme journaliste, pendant 40 ans, là, mais j'ai appris des affaires dans ça, des petites affaires par... Et j'ai trouvé ça très passionnant. Puis c'est pour ça que j'avais demandé à Karine, je dis, j'aimerais ça que Pierre Roberge vienne me parler de son livre. D'abord, d'où vient l'idée d'écrire un livre comme ça? Deuxièmement, tu dois être ramasseux parce que tu as tout dans ça. Tu as des photos, tu as des documents, tu as tout ça. Ouais. Moi,
c'est de famille. Mon père, c'était un ramasseur aussi de toutes sortes de choses. Bon. Puis moi, je suis pas capable, quand j'étais dans des organisations et qu'il y a des documents, je n'étais pas capable de les jeter. Et à un moment donné, j'ai dit, ma femme, elle voyait les boîtes, puis les binders un petit peu partout. Bien, elle dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Bien, je dis, moi, je voudrais écrire. Fait que la première chose que j'ai fait, j'ai écrit un livre sur la famille, qui est sorti en 2015. Après ça, j'ai dit, je vais écrire celui-là sur les affaires, puis le bénévolat. Puis ce que je voulais faire en écrivant une but, là, c'est que, surtout pour le bénévolat, je voulais, tu sais, rendre hommage aux gens qui font du bénévolat, puis que les gens ne le savent pas. Moi, j'ai la chance d'avoir été dans plusieurs endroits, puis j'ai vu des gens là, très, très dévoués qui font du bénévolat en silence, puis sont jamais reconnus, sont jamais... Et ça, je les nomme là-dedans. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, Oui. il y a un paquet de noms que j'ai mis. Effectivement. J'ai pas Des mis ça- photos. des photos. J'ai pas mis ça pour rien. C'est que je voulais leur rendre hommage. C'est des gens qui n'ont pas eu la chance de se faire reconnaître. Et avec ce livre-là, là, je trouve que c'est important de les mentionner, Oui. et de donner des petites choses. Toi, tu es un homme d'affaires, tu es un courtier aussi, tu as été courtier. Moi, j'étais assureur, oui. Oui. Dans le livre, on parle de 8 entreprises ou commerces et tu as été également impliqué dans 16 associations ou comme bénévole, tout ça. Là. Oui. Ça fait du stock, ça? Oui. Ma femme a trouvé ça. Oui, hein, j'imagine. Et c'est un peu pour ça, je pense qu'au tout début, tu l'as dit, tu lui dédies son livre, Oui. le livre. Oui. Puis c'est pas juste un simple mot, là. Non, parce que moi, je n'étais pas beaucoup à la maison. Tu sais, c'était pas beaucoup. Écoute, j'étais une chance, j'avais une femme qui était solide, puis qui aimait bien nos enfants, puis qui en a pris bien soin. Puis moi, j'étais pas beaucoup là. Mais ils m'ont jamais appelé mon oncle. Tu sais, j'étais quand même là. Papa. Lorsque j'étais à la maison, j'étais présent à la maison. Mais malheureusement, j'étais beaucoup de soirs, puis les fins de semaine, puis tout ça, j'étais pris un petit peu là. Mais je ne le regrette pas. Moi, j'ai retenu dans le livre, puis sachant que tu venais, là, ton plaisir et ta satisfaction que tu as eu dans le domaine des services financiers. Oui. Et ça, tu consacres un chapitre complet à ton père Hubert Roberge. Oui. Hein? C'est relié ensemble tous les deux, parce que tu as travaillé avec ton père, tu as travaillé avec ta sœur Louise. Oui. Mon père, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai mis ça sur mon père parce que mon père, c'était un homme gêné. Je ne sais pas si tu l'as connu, mon père, toi. Un petit peu, C'était un homme gêné, puis il était... il a fait des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Lorsque je parle des bons de la Victoire, qui était l'organisateur pour le comté de Mégantic. Là. Bon. Et lui, il a toujours fait ça, là. Il a toujours été très, très poli, puis très... jamais... comme on dit en italien, low profile. Low profile tout le temps. Mais c'était un gars d'une honnêteté là, proverbiale, puis il était... Puis moi, je l'ai connu, mon père, quand j'ai commencé à travailler avec lui. Parce qu'avant ça, pour dire, je l'ai pas connu. Ben, j'étais pensionnaire à 8 ans, j'étais à l'université après ça. Fait que je l'ai moins connu. Je l'ai connu là, quand j'étais... Fait que là, je voulais lui rendre hommage parce que il a été connu comme un homme qui était à ses affaires, puis tout ça. Mais ce qu'il a fait dans la vie, c'était pas connu. Puis moi, je savais ses documents, puis je voulais que j'avais eu nécessairement, puis que je voulais que les gens tu consacres sachent. tout un chapitre. Oui, au début. Parce que moi, au fond, oui, peut-être parce qu'il faut dire que tu es de la 11e génération des Roberge, selon le livre. La 11e génération. Puis, je suis pas un pur, parce qu'il y a des Irlandais là-dedans. Si tu as remarqué dans la généalogie. Oui, il y a des noms... M. Setlecou, il me l'a fait, il dit, je pensais que tu étais un pur. venant de M. Raymond, là, c'est...
Et donc, tu as eu du plaisir, de la satisfaction dans ce domaine-là, Ouais. mais ça a débordé parce que parlons, parce que là, on ne pourra pas parler des 8, mais tu as eu même le Courrier de Frontenac, Ouais. tu as eu l'Imprimerie des Marais, Polyaction, qui a été très important, puis qui est parti avec la fonderie de Thetford. Ouais. Polyaction, ça, je peux t'en parler un petit peu. Ça, c'est Gaétan Théberge, j'ai une dame dans le livre, là, qui a eu cette idée-là. Qui était Thébergedec, quand on parlait là, lui, il voyait des entreprises, des gens qui partaient des entreprises, qui mettaient leur argent dedans, qui faisaient des petits emprunts, commençaient l'entreprise, puis un an après, il était prêt à la gorge, puis là, il n'y avait plus personne pour les financer. C'était pas comme aujourd'hui. Fait que lui, il avait eu l'idée d'avoir une compagnie de capital de risque qui pourrait leur donner un coup de main pour ces gens-là, lorsqu'ils en auraient besoin, puis sans garantie. Donc là, ensemble, on a préparé un petit projet, d'autres personnes. On a été 50 à un moment donné qui se sont réunis, des gens d'affaires. C'était la première fois qu'on voyait ça, Thetford, des gens d'affaires qui se réunissent ensemble, mais étaient toujours divisés, chacun faisait ses affaires. Là, ensemble, chacun mettait 10 000 à perte. On promettait aucun retour sur l'argent. Oh. C'était à perte. On dit aux gens, mettez 10 000 piastres, on ne vous garantit rien. Mais ce qu'on veut, c'est que si on réussit à avoir des entreprises, à les garder, puis tout ça, chacun dans vos commerces, vous allez en bénéficier. Donc, c'est ça le retour que vous allez avoir. Si, par contre, ça va bien, au bout de la run, on pourra peut-être avoir des profits. Puis, en fin de compte, après 21 ans, lorsqu'on a mis fin, les gens qui étaient là du début avaient un retour sur leur argent de 7,5 composé. Donc, pour du capital de risque, c'était bon, là, t'sais. Mais on a pris des risques. On a fait une faillite avec une entreprise. D'autres, on a eu des problèmes, tout ça, mais on a développé, puis on a donné un élan à la ville de Thetford au moment où elle en avait de besoin suite à la fermeture des compagnies minières, au ralentissement. Tu parles aussi des 16 organismes où tu as fait du bénévolat, là. Il y en a, là, on peut les nommer de toutes les sortes, autant sur le plan économique que sur le plan social, sur le plan humanitaire. La vigne, il y en a 16. D'où vient cette implication-là? Tu disais que tu n'étais pas chez vous souvent, là, non. mais... Bien, ce qui arrive, c'est que tu commences dans une organisation, puis là, à un moment donné, il y en a d'autres qui te voient aller, puis disent, bien, écoute, qui te demandent si tu peux donner un petit coup de main à une place, un petit coup de main à l'autre. Et moi, j'avais de la difficulté à dire non. Fait que ça me faisait un peu enrôler assez facilement, là. Ouais. Et en même temps, j'aimais ça. Oui. C'est ça. Un problème qu'on peut avoir dans certains cas, c'est qu'on ne sait pas comment dire non. C'est pas de dire non. Pas aussi, c'est que moi, j'avais la chance d'avoir ma sœur Louise au bureau, qui tenait très bien le bureau. Fait que moi, ça me donnait du temps libre pour faire autre chose. Il ne faut pas se surprendre que tu as été nommé la personnalité et que tu as reçu le Zénith Hommage en 2015, dans le cadre du Gala Zénith. Oui. C'est pas moi, ça, c'est le comité là, qui t'a choisi. Oui, c'est ça. Et lors de ton allocution, à ce moment-là, moi, ça m'a bien frappé. J'aimerais ça que tu me refasses la lecture d'un... T'es à quelle page, ça? C'est page 287, Pierre. Ouais. Tu disais, en terminant, je vais vous lire un court texte de Raymond Vigée intitulé « Un pas de plus », publié dans son livre « Après la pluie, le beau temps ». Oui. J'aimerais ça que tu me lises ça, un pas de plus, pour que les gens comprennent un peu qui tu es. Parfait. Je vais te lire ça avec plaisir. Quand tu penseras être arrivé au bout du chemin, fais encore un pas de plus. Quand tu penseras avoir fait le tour de la terre, fais encore un pas de plus. Quand tu penseras avoir tout fait, fais encore un pas de plus. Quand tu penseras tout connaître, fais encore un pas de plus. Fais encore un pas de plus pour dépasser le symbole, pour dépasser ton obstacle, pour dépasser ta barrière. Fais encore un pas de plus vers tes émotions cachées, vers ce que tu as oublié de dire,
pour dépasser tes jugements, pour dépasser tes complexes. Ça, là, C'est très je pense beau. que ça vient de chercher, ça. Oui. C'est un très beau texte qui résume assez bien qui est Pierre Roberge. Ben, si tu crois ça, Ben, en tout cas, et c'est comme ça que le livre se termine. Et moi, j'invite les gens à se le procurer. Et on peut se le procurer à quel endroit, Pierre? bon, moi j'en ai chez moi, là. Si des gens veulent en avoir. Il y en a aussi aux archives. Au centre des archives, ça, Au c'est au cégep. cégep, là, oui. Il y en a à Tourisme Région de Thetford, au bureau là-bas à l'office. Il y en a au sous-sol de l'église Saint-Alphonse, au patrimoine religieux. Puis chez moi. Fait qu'il y a à quatre endroits. À 4 endroits. J'ai fait juste imprimer 150. Oh mon Dieu, c'est un chef-d'œuvre rare, ça, là. Oui, puis là, j'en ai plus qu'à la moitié de passé. Ça fait que s'il y en a qui veulent en avoir, là, ça va venir une denrée rare. Ben, je comprends. S'il y en a juste 150, là. Ouais, j'ai pas Alors, on répète, la Société des archives au bureau de tourisme Amiante, ici, au sous-sol de l'église, là, C'est ça. et chez toi. Exactement. Alors, je répète, là, 2 passions, affaires et bénévolat. Et je vous le dis, là, les gens qui vivent dans la région, vous allez être surpris. Vous allez revivre une histoire de la région. Moi, en tout cas, ça m'a épaté. Et pourtant, l'histoire de la région, je Tu la l'ai connais? croisée pendant 40 ans. Tu la connais. Alors, bravo, Pierre. Merci Chapeau. beaucoup. Ça fait plaisir. Vous, mes chers amis, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.